Un accident. Un patient est grièvement blessé à la tête. Les médecins ne parviennent pas à le sauver, il est mourant. Mais quand exactement la mort intervient-elle? En tant qu'organe de commande centrale, le cerveau est intimement lié à notre conception de la vie. Il paraît justifié de désigner l'arrêt irréversible de toutes ses fonctions sous le terme de mort cérébrale, donc comme une forme de mort. La première transplantation cardiaque au monde a été réalisée il y a 50 ans. Depuis, la mort cérébrale du patient conditionne tout prélèvement d'organes. Mais de nombreux experts s'interrogent désormais sur le bien fondé de cette procédure. La notion de mort cérébrale ne correspond à aucune réalité médicale. C'est nous qui l'avons inventée. Mais comment définir la mort? Une question cruciale dont la réponse est lourde de conséquences. Si le concept de mort cérébrale ne correspond pas à la mort, il faudra mettre fin au prélèvement d'organes tel qu'on le pratique actuellement. Le diagnostic de mort cérébrale a-t-il été créé pour faciliter les transplantations d'organes? Mais que sait-on au juste de cette définition de la mort? La mort encéphalique, c'est la mort du cerveau. Et donc là, les gens ne sont pas informés en arrivant à l'hôpital. Très peu de gens connaissent la mort cérébrale. Un hôpital à Hambourg. Des dizaines de milliers de patients y sont admis chaque année, dont de nombreux accidentés. Les blessés graves sont pris en charge aux urgences pour un premier diagnostic. Les patients passent un scanner. Christophe Goetz est neurochirurgien. Il est chargé d'interpréter les images des traumatismes crâniens. On distingue une hémorragie importante dans cet hémisphère-ci. Elle s'étend et vient s'infiltrer dans la commissure qui sépare les deux parties du cerveau. On constate une augmentation massive du volume de cet hémisphère qui déplace la ligne médiane vers le côté opposé. Le liquide céphalo-rachidien, qui est produit de manière autonome par le corps, s'accumule de ce même côté opposé, ce qui augmente la pression. Sans intervention, cela peut aller jusqu'à la destruction des deux hémisphères et, en dernier lieu, à la mort cérébrale. Comment aboutit-on à des lésions irréversibles du cerveau? Christophe Goetz décrit l'évolution psychopathologique typique. La lésion cérébrale se propage selon un principe d'effet boule de neige. On a un hématome à un endroit qui va provoquer une augmentation de la pression et un œdème. Cet œdème entraîne une diminution de l'apport sanguin à d'autres aires du cerveau, ce qui provoque à nouveau une augmentation de la pression et de l'œdème. Le cerveau finit par être compressé dans la boîte crânienne et il n'est plus irrigué. À température normale, le délai avant une lésion irréversible du cerveau est habituellement de 6 minutes. Selon les directives établies par l'Ordre fédéral des médecins allemands, le diagnostic de mort cérébrale doit donner lieu à un double examen clinique effectué par des médecins qualifiés en un laps de temps inférieur à 72 heures. Le diagnostic repose sur un certain nombre de critères cliniques. Coma profond, absence de réaction aux stimuli douloureux, absence de réflexe de la surface de l'œil, c'est-à-dire de la cornée, abolition du réflexe de toux,
Abolition du réflexe oculo-vestibulaire, ce qui veut dire qu'un éventuel changement de position du corps n'est plus compensé par un mouvement des globes oculaires, et une disparition définitive de la respiration spontanée. Les règles pour mesurer ce dernier point sont extrêmement précises. On procède à ce qu'on appelle une épreuve d'apnée, qui provoque une élévation du taux de CO2. Si la respiration ne se déclenche toujours pas, c'est que le tronc cérébral n'est plus en mesure de le faire. Une image peut illustrer l'état de mort cérébrale. Prenons une personne sans signe particulier. Subitement, c'est l'accident, la chute, les blessures graves, notamment au crâne. Les médecins parviennent à stabiliser son état. La ventilation artificielle et les techniques de réanimation maintiennent sa vie suspendue à un fil. Dans le crâne de la patiente, les fonctions du cerveau s'éteignent, mais le reste du corps est quasiment intact. Des organes tels que le cœur, les poumons, les reins et le foie continuent de fonctionner. C'est cet état que les médecins désignent sous le terme de mort cérébrale. La mort cérébrale n'exclut pas la persistance de certaines réactions corporelles, comme le montre ce film pédagogique destiné au personnel médical. En réalité, il s'agit de réflexes, qui sont des réactions automatiques indépendantes du cerveau. Contrairement aux apparences, ces personnes sont bien officiellement mortes. Si le consentement est établi, les procédures de réanimation sont maintenues pour que les organes continuent d'être irrigués le temps d'être prélevés. Ils sont ensuite transférés auprès de patients dont les propres organes ne fonctionnent plus. En Europe, il n'est pas rare que cela se fasse d'un pays à un autre, puisque les listes d'attente pour des cœurs, des foies et des reins sont évidemment longues. Une fois les organes sains prélevés, la réanimation est suspendue. C'est alors qu'apparaissent les signes qu'on associe habituellement à la mort d'un être humain. Arrêt cardiaque, arrêt respiratoire, rigidité cadavérique. Tobias Metzger est receveur d'organes. Le jeune homme de 21 ans a reçu un nouveau cœur il y a 6 ans. La transplantation l'a sauvé. Aujourd'hui, sa vie repose sur les immunosuppresseurs. Ces médicaments empêchent son corps de rejeter le nouveau cœur. Depuis l'opération, une question travaille Tobias. La personne dont il porte le cœur est-elle réellement morte ? Quand une personne est déclarée morte sur le papier, elle l'est peut-être officiellement. Mais moi, je pense que cette personne est toujours présente et capable de percevoir un certain nombre de choses. Pour moi, on est définitivement mort qu'au moment où toutes les fonctions du corps s'arrêtent. Plusieurs milliers d'organes prélevés sur des personnes en mort cérébrale sont transplantés chaque année en Europe. Les receveurs font l'objet d'un suivi médical tout au long de leur vie. Le professeur Burkhard Brozik, du centre hospitalier universitaire de Gießen, s'intéresse quant à lui aux problèmes psychologiques susceptibles d'affecter les receveurs d'organes. Si le sentiment de gratitude est réel, on décèle également toute une série d'émotions contradictoires. On constate des sentiments de culpabilité liés à l'attente d'un donneur. On parle souvent de météo favorable au don d'organes, qui correspond au retour des beaux jours, quand les motards réinvestissent les routes.
C'est difficile de faire abstraction de ça quand on attend un transplant. Et forcément, ce désir qu'on ne peut s'avouer rend d'autant plus difficile l'acceptation du nouvel organe. Il ne se passe pas un jour sans que je pense à la personne dont je porte le cœur. Je me demande qui était cette personne, quelle était sa personnalité, et pourquoi j'ai justement son cœur à elle. Mais à ces questions, je ne peux toujours que répondre « c'est comme ça ». Mais cette personne, je l'apprécie énormément, même si je ne la connais pas. Qu'en est-il de l'identité du porteur d'un nouvel organe? Devient-on quelqu'un d'autre? Je dirais que ce cœur est à la fois le mien et celui de l'autre. C'est notre cœur, si on veut. Je le considère comme une sorte de prêt, ou plutôt de cadeau, que m'a fait cette autre personne. Je vais prendre l'exemple d'une voiture. Une famille possède une seule voiture. Donc elle se partage cette voiture. De la même manière, je partage ma vie avec mon cœur. Et le cœur aussi a besoin de moi. Nous partageons quasiment une personne. Se fondre dans une nouvelle identité en accueillant l'autre en soi. Une femme, par exemple, peut recevoir les organes d'un homme. Les répercussions psychologiques sont souvent non négligeables. C'est une source de stress énorme, qui peut être à l'origine de graves troubles psychiques. C'est pour ça que la médecine psychosomatique a été très sollicitée dans les premières années de cette nouvelle spécialité chirurgicale qu'était la transplantation d'organes. Beaucoup de transplantés cardiaques ont développé des symptômes psychotiques avec hallucinations. Le nouvel organe restera toujours un corps étranger. Et d'ailleurs, il est loin de garantir au porteur l'espérance de vie habituelle d'un être humain. Erfurt, dans l'est de l'Allemagne. Journée spéciale pour promouvoir le don d'organes et la carte de donneur. Un choix juste, crucial, vital, précise le slogan de la campagne. Un lâcher de ballon organisé dans la joie et la bonne humeur symbolise les transplantations réussies. Du côté des personnalités officielles, le consensus règne sur le bien fondé des transplantations et du concept de mort cérébrale. La science nous explique que le constat de la mort cérébrale est le diagnostic le plus sûr. Après ça, il n'y a pas de retour possible à la vie. Et c'est donc aussi cette certitude dont ont besoin les gens pour faire confiance au don d'organes. Que pensent les personnes présentes du don d'organes? Sont-elles favorables aux transplantations? J'ai ma carte de donneuse d'organes. Pourquoi? Parce que ma maman est décédée à l'âge de 44 ans et qu'un rein lui aurait sauvé la vie. C'est merveilleux de se dire qu'on peut continuer à vivre avec les organes d'un autre être humain. Si j'avais besoin d'un organe, je serais content que quelqu'un m'en donne un. Je ne veux pas être enterré en ayant été dépecé comme une voiture à la casse. Je pense que Dieu nous commande d'être enterrés entiers. Quel est le poids des idées religieuses sur la mort quand il s'agit de se décider pour ou contre une transplantation? Une célébration œcuménique est organisée pour célébrer cette journée. Des transplantés sont venus avec leur famille. Le pasteur Matthias Rein porte un regard critique sur les campagnes en faveur de la carte de donneur d'organes. Je vais être un peu provocateur en affirmant que certaines personnes ont de bonnes raisons de ne pas faire de choix. Notre société doit apprendre à supporter le fait que certains disent « Je ne peux pas prendre cette décision, pas maintenant ». En réduisant le débat à la question de la prise de décision ou de la recherche de décision, on ignore la complexité de la situation.
Depuis plusieurs décennies, les églises se prononcent officiellement pour le don d'organes en tant qu'acte de charité envers son prochain. Mais parmi les croyants, des voix discordantes s'élèvent. L'Église constate que dans le débat public, on met en avant les grands succès des dons d'organes, tandis qu'on reste très discret sur les ambiguïtés et les parts d'ombre de cette procédure. Certaines situations rendent extrêmement complexe la prise de décision. Certaines transplantations sont des échecs, par exemple quand les receveurs rejettent l'organe qui leur a été transplanté. Toutes ces réalités sont à prendre en compte quand on réfléchit à la question du don d'organes. Et il nous semble que l'opinion publique ne prend pas la mesure des nombreuses complications, ni de la difficulté éthique de la décision. Les époux Focke ont pris cette décision difficile en autorisant le prélèvement des organes de leur fils. C'était il y a 20 ans. Leur fils Arndt est victime d'un accident de la route. Les médecins constatent la mort cérébrale. À l'hôpital, la Fondation allemande pour le don d'organes approche les parents. Suite au second diagnostic de mort cérébrale, une coordinatrice nous a demandé « Votre fils était certainement une personne sociable ?» Comme nous avions déjà indiqué que nous autoriserions le don de ces organes, nous l'avons fait, sans avoir conscience de ce que cela voulait dire réellement. Les coordinateurs hospitaliers sont chargés de parler aux familles des patients en mort cérébrale. Leur tâche est délicate, car ils doivent aborder les différentes étapes d'une transplantation. Le timing est fondamental. À quel moment aborder la question de la mort cérébrale et celui du prélèvement des organes? Même pour un médecin, ce n'est pas facile. Ça dépend des personnes. Trouver les mots justes le moment venu, un vrai défi. C'est une situation de stress. Et certains médecins peuvent paraître froids et formels, au lieu d'être naturels. Ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir ce type de conversation, et certains s'y prennent mal, bien évidemment. Les médecins ont annoncé à Gebhardt et Renate Focke l'arrêt définitif des fonctions cérébrales de leur fils. Mais le couple ne s'est pas rendu compte de ce qu'impliquait réellement le diagnostic de mort cérébrale. J'ai assisté au décès de mon grand-père. Il avait un cancer en phase terminale et il a passé ses derniers jours à la maison pour qu'on puisse être à ses côtés. Il est mort en présence de toute la famille. Son cadavre a été exposé à la maison. Ce sont ces images que j'avais en tête quand je pensais à l'état de mort. À l'hôpital, nous étions en état de choc. Nous n'avons pas posé de questions. Nous ne savions pas qu'il existait une autre forme de mort. En autorisant le don des organes, le couple veut donner du sens à la mort de leur fils, mais sans connaître les détails d'une opération de prélèvement. Nous n'en avions aucune idée, pas moi en tout cas. Je ne m'étais jamais dit qu'il fallait évidemment ouvrir le corps pour prélever ses organes. Tout ça, c'est seulement venu plus tard dans mes cauchemars. Trop tard pour mon fils. Une foule de questions se bouscule. Qu'est-ce qu'une mort digne et qui en décide? Mort cardiaque ou mort cérébrale? À quel moment la vie s'éteint-elle et comment nos organes continuent-ils à vivre dans le corps d'une autre personne? Les premières transplantations remontent aux années 1950. Et d'ailleurs, depuis quand ces questions liées aux transplantations se posent-elles? Afrique du Sud, en 1967. L'hôpital Groote-Schuur, au Cap, est le théâtre d'une sensation médicale. La première transplantation cardiaque de l'histoire. Au cours d'une intervention de 5 heures, Louis Wachanski reçoit le cœur d'une femme de 25 ans. Denise Darval a subi de graves traumatismes crâniens après un accident de la route. Ses fonctions corporelles ont pu être maintenues grâce à la ventilation artificielle et tout l'appareillage de réanimation de la médecine moderne. Quelques années plus tôt, elle serait morte bien avant l'intervention.
Pour éviter les accusations de meurtre, le professeur Christian Barnard injecte du chlorure de potassium pour provoquer l'arrêt du cœur avant de le prélever. Louis Wachanski vivra 19 jours avec son nouveau cœur. En janvier 1968, Christian Barnard procède à une deuxième transplantation cardiaque. Le patient est à nouveau un homme, Philippe Bleiberg. Dans un film d'époque, le docteur détaille l'état de santé des deux receveurs avant leurs opérations respectives. Der 54-jährige Waschkanski war ein sterbender Mann, der unter schweren Herzmuskelschäden litt. Beim 58-jährigen Dr. Bleiberg war die Diagnose ähnlich. Auch er war ein sterbender Mann. In dieser Hinsicht glichen sich die beiden Kranken. Le geste pionnier du docteur Barnard est célébré à travers le monde. Il devient une célébrité. Certains médecins, pourtant, ne se joignent pas au concert de louanges. Le professeur Werner Forssmann, spécialiste du cœur et prix Nobel de médecine, refuse ce nouveau traitement pour des raisons éthiques. Stellen Sie sich doch vor, welch eine makabre Szene. In einem Operationssaal wird der Herzkranke operiert, der wird vorbereitet für die Transplantation und im anderen Operationssaal steht eine genauso starke Ärztemannschaft bereit, umsteht einen Sterbenden, nicht um ihm zu helfen, sondern um ihn möglichst schnell ausschlachten zu können. Ich glaube, das ist so grässlich, dass man sich davon abwenden muss. Mais la très grande majorité des médecins de la planète n'en fait rien, bien au contraire. Les transplantations se multiplient jusqu'à devenir relativement courantes. En 1968, une commission d'experts de la prestigieuse université d'Harvard procède à un changement de nom. L'ancien coma irréversible devient la mort cérébrale. Un nouveau critère de décès vient d'être créé. Il est reconnu en Europe dans la foulée. En conditionnant le don d'organes, la mort cérébrale forme depuis le cadre légal d'un secteur des plus lucratifs. Le chiffre d'affaires du marché européen de la transplantation s'élève à plusieurs centaines de millions d'euros. En Suisse, des géants pharmaceutiques comme Roche ou Novartis investissent massivement dans la recherche et le développement des immunosuppresseurs. Ces médicaments facilitent la vie des receveurs en prévenant le rejet d'organes transplantés. Un traitement coûte plusieurs milliers d'euros par an et par patient. L'Association suisse des transplantés défend les intérêts des receveurs d'organes. Pour organiser des événements comme ici l'Assemblée générale de l'association, elle bénéficie aussi de dons de l'industrie pharmaceutique. Nous sommes reconnaissants pour chaque franc de nos donateurs. Nous sommes financés par les contributions des membres, les dons et aussi par le sponsoring. Je le répète, chaque franc est utile pour mener à bien nos actions de lobbying, organiser des événements, couvrir les frais de déplacement du conseil d'administration, etc. En 2 ans, l'association a récolté 60 000 francs suisses en contribution. Durant cette même période, l'industrie pharmaceutique a donné 20 000 francs suisses. Je pense que nous gardons une totale liberté d'action. Nous signons des contrats avec les firmes pharmaceutiques, surtout les grandes, qui leur interdisent de s'immiscer dans nos activités et qui nous laissent maîtres de nos choix d'orientation. Elles nous donnent une somme sans aucune contrepartie. David Klemperer est professeur à Ratisbonne, spécialiste de médecine sociale. Il étudie les imbrications entre médecine et société. Les attentions prodiguées par les entreprises pharmaceutiques ont pour but de s'assurer un a priori favorable sur leurs produits de la part des associations de patients.
Un médicament qui vient tout juste d'être autorisé n'apporte pas encore toutes les garanties d'efficacité et de sécurité. On ne sait pas grand-chose de ses effets désirés et surtout indésirables. Le danger, c'est que l'industrie s'attire la bienveillance des associations. Cela peut fausser la capacité de jugement des patients et les produits risquent d'être évalués de manière plus positive qu'ils ne le mériteraient peut-être. Novartis prodigue ses dons à des groupes d'entraide de transplantés du monde entier. Nous avons demandé à l'entreprise si elle y voyait un conflit d'intérêts. Voici la réponse de Novartis. Dans tous nos contacts avec des groupes de patients, nous nous imposons en outre d'agir de manière éthique et transparente et de respecter l'intégrité du groupe de patients. L'entreprise Roche donne elle aussi de l'argent aux associations de patients. À la question de savoir si cela est correct éthiquement parlant, on nous répond. Tous les partenariats entre les organisations de patients et les laboratoires pharmaceutiques doivent être fondés sur le respect mutuel, cependant que les avis et les décisions des deux parties doivent avoir la même valeur. En cultivant les contacts avec les associations de patients, les entreprises pharmaceutiques cherchent in fine à faire fructifier leur chiffre d'affaires. J'en veux pour preuve les types d'associations qu'elles soutiennent. Elles privilégient presque exclusivement des associations qui se consacrent à des maladies dont le traitement passe par les médicaments. Elle montre moins d'empressement pour des associations de patients touchés par des maladies sans traitement médicamenteux. Cette pratique commerciale peut être très discutable sur le plan éthique, mais sa critique ne répond pas non plus à la question de fond. Quelle position adopter vis-à-vis de la mort cérébrale et des transplantations? La prolongation de la vie grâce au don d'organes est-elle un cadeau de la médecine? À moins qu'une obsession pour le progrès ne soit sur le point de transformer l'humain en simple objet. Dans la communauté scientifique, les débats font rage. Quand peut-on considérer qu'un être humain est mort et quelles sont les implications d'un tel constat? À l'université d'Harvard, là où la mort cérébrale a été définie il y a 50 ans, ce même concept est aujourd'hui étrillé par certains. Le professeur Robert Truog est pédiatre, anesthésiste et directeur du Centre de bioéthique d'Harvard. Défenseur du don d'organes, il interroge néanmoins le concept fondateur de la mort cérébrale. Le problème avec la mort cérébrale, en tout cas telle qu'elle est généralement présentée au grand public, c'est cette frontière arbitraire qu'on trace. C'est soit la vie, soit la mort. Et on explique qu'il s'agit d'une donnée scientifique irréfutable. Mais c'est faux. La mort cérébrale n'est pas un diagnostic médical, mais une construction sociale. Il est nécessaire de se mettre d'accord sur la notion de mort. Si on entend par mort un corps froid, bleui, rigide et prêt à être enterré, alors les patients en mort cérébrale ne sont pas morts. Ils peuvent rester dans cet état pendant des années. On a suffisamment de cas qui l'attestent. Mais si on assimile à la mort un état d'inconscience irréversible, alors une personne en mort cérébrale est bien décédée. Mais je doute que ce soit ça que pense la majorité des gens quand ils parlent de la mort. Nous devons donc absolument être plus clairs et plus précis vis-à-vis du grand public. Le professeur Truog s'est penché sur un cas qui suscite la controverse aux États-Unis. Une jeune fille a été déclarée en mort cérébrale après une opération des amygdales qui a mal tourné. Ce cas a bouleversé le débat autour de la mort cérébrale aux États-Unis. Immédiatement après l'accident, des bioéthiciens sont montés au créneau pour déclarer que c'était de la folie de la maintenir en vie, que son corps allait se décomposer puisqu'elle était morte. Leurs déclarations ont été largement médiatisées, sauf qu'elles se sont avérées inexactes.
Son corps ne s'est pas putréfié, bien au contraire. Il se porte même relativement bien. Ce cas montre bien les malentendus qui règnent autour de la question de la mort cérébrale. Les mouvements bien réels de la jeune fille sont régulièrement documentés par ses parents sur Internet. Je comprends pourquoi c'est captivant. Elle est très exposée aux pneumonies et à d'autres affections. Son espérance de vie est peut-être limitée, mais l'arrêt des fonctions cérébrales n'a manifestement pas affecté sa capacité de survie en tant qu'être humain, alors que son certificat de décès a été établi il y a 2 ans et demi. Une morte qui continue de vivre. Comment est-ce possible? Il existe des cas de femmes enceintes dans un état similaire qui ont accouché de bébés sains. Comment définir cet état où l'on n'est plus en vie? Ou peut-être aussi. Quelles conséquences faut-il en tirer? Si le concept de mort cérébrale ne recouvre pas la mort d'un être humain, c'est-à-dire que si ce diagnostic ne permet pas de le considérer comme mort, les conséquences pourraient être dramatiques. Il faudrait suspendre la procédure du don d'organes telle qu'elle est actuellement en place. Il deviendrait hors de question de procéder à des prélèvements d'organes, puisqu'il pourrait justement entraîner la mort du donneur. Comment en est-on venu à se référer à l'activité cérébrale pour déterminer si un être humain est mort ou vivant? Andreas Brenner est professeur de philosophie à Bâle. Ses recherches portent sur l'image du corps de l'Antiquité à nos jours. Au XVIIe siècle, René Descartes a définitivement formulé le dualisme, déjà imaginé par Platon, qui sépare le monde en substances matérielles et immatérielles. Et pour Descartes, l'énergie vitale appartient uniquement à l'immatériel, c'est-à-dire à l'âme. Le corps en tant que tel devient second. On peut immédiatement faire le parallèle avec la médecine moderne, et tout particulièrement avec la démarche de la transplantation. L'idée que l'esprit est tout et le corps rien est poussée à son comble. Nous pouvons ainsi reconstruire le corps de l'un avec des parties du corps de l'autre. La mort cérébrale transforme l'être humain en objet, dont la médecine se sert pour la transplantation des organes. Salle de dissection historique du Centre hospitalier universitaire de Hambourg. L'historienne de la médecine, Anna Berkman, a étudié les répercussions de la pratique du diagnostic de mort cérébrale sur les médecins, sur les infirmiers et sur les aides-soignants. L'examen clinique de la mort cérébrale comporte une forme de violence. De ce fait, il exige de la part du praticien une sorte de détachement, une absence d'empathie, sans quoi il ne pourrait pas être capable de piquer la racine du nez d'une personne dans le coma, et donc sans défense, de lui injecter de l'eau froide dans les oreilles, de le pincer, bref, de procéder à tous ces gestes nécessaires à l'établissement du diagnostic de mort cérébrale. Des études récentes révèlent que les médecins et les infirmiers des hôpitaux qui abritent des unités de transplantation se montrent plus réticents au don d'organes. Le malaise lié à la transplantation s'explique aussi par l'histoire de la médecine. Comme pour l'anatomie, l'histoire de la greffe et de la transplantation
est liée au corps des condamnés à mort. Il était plus simple de se procurer les organes et de pratiquer une approche expérimentale par ce biais-là. Dans les années 1950, par exemple, le néphrologue français René Kuss prélevait des reins sur des personnes guillotinées. En France, la campagne de sensibilisation au don d'organes passe par un spot qui aborde le sujet de manière frontale et provocatrice. Le message : on peut donner du sens à une mort a priori absurde grâce au don d'organes. J'aurais plus de couteaux dans le corps que dans un tiroir de cuisine. Sauf que tout comme vous, je suis donneuse d'organes présumés et que je sauverai peut-être la vie de quelqu'un. Tout le monde est donneur d'organes présumés. C'est la loi. En Europe, le cadre légal du don d'organes varie d'un pays à l'autre. L'Allemagne ou la Suisse appliquent la règle dite du consentement explicite. Aucun organe ne peut être prélevé si le patient ou sa famille n'y a explicitement consenti. En France, au contraire, chaque être humain est présumé donneur d'organes, à moins de l'avoir explicitement refusé. C'est la règle du consentement présumé. Le médecin et député Jean-Louis Touraine est l'auteur d'un amendement qui visait à renforcer le principe du consentement présumé. Il milite depuis des années pour un changement de loi qui permettrait d'augmenter le nombre d'organes disponibles. Pour défendre son point de vue, il n'hésite pas à aller à la rencontre des gens. Tous ceux que je rencontre, moi, sont plutôt des gens qui sont favorables, qui sont solidaires. On a une population qui, généralement, n'est ni surprise ni antagoniste. Et je pense que cette évolution a été importante dans les 2 dernières années, depuis que la discussion s'est faite à l'Assemblée nationale. Les journaux, les médias, les télévisions en ont parlé. Et donc, cela a amené à un niveau de compréhension bien meilleur dans la population. Pour ou contre le don d'organes, la décision revient à chacun. Mais qui décide à la place de ceux qui ne veulent pas se décider? L'État ou la famille? Dans le passé, quand on demandait aux familles si la personne était d'accord et que la famille n'en savait rien, on provoquait des perturbations dans certaines familles, puisque les différents membres de la famille avaient des points de vue différents. C'est pourquoi il faut le faire d'une façon professionnelle, bien organisée, bien rodée, avec des gens qui ont eu toute une formation à cela, et ceci a été élaboré avec les professionnels. La philosophie étant que si dans ces familles, il n'y a pas la possibilité de démontrer que la personne était contre, eh bien, la loi française prévoit le prélèvement. Professionnaliser le don d'organes, limiter le droit de regard des proches. Comment cela se répercute-t-il sur le terrain? Sophie Marion est infirmière et chargée d'accompagner les familles de patients en mort cérébrale. Moi, je suis infirmière coordinatrice depuis l'an 2000, depuis 17 ans. Et je dis toujours en formation, ça fait quasiment 17 ans que je n'ai pas parlé à un patient. Parce que je m'occupe que des patients qui sont en état de mort cérébrale, qui sont décédés. Par contre, j'ai une relation très étroite avec leurs proches, avec ses proches, parce que on est là pour eux. Quand on est d'astreinte, on est appelé pour un seul patient et ses proches. Et c'est une facette qui n'est pas toujours facile à comprendre de l'extérieur. Comment tu fais pour t'occuper des patients décédés? Les familles sont dans le chaos. On leur a annoncé le décès, on a parlé du prélèvement d'organes. Et à côté de ça, ils ont un courage immense à nous répondre à nos questions, à être présents, à dire oui ou à dire non au don d'organes, peu importe. Mais c'est une leçon de vie à chaque fois et moi je grandis à chaque prise en charge, quoi. Sophie Marion travaille au centre hospitalier universitaire de Dijon. Le dialogue avec les familles lui apparaît d'autant plus difficile qu'il lui est interdit de laisser planer un doute sur l'issue de la consultation. En France,
le cadre légal restreint la marge d'action et peut être source de souffrance supplémentaire pour les proches. On est là pour le défunt, pour ses proches, et on n'est pas là pour les futurs greffés. Pour l'instant, on n'en est pas là. Moi, j'ai pas de solution quand, à part amener effectivement la loi à ce moment-là. On fait, hein. À un moment donné, on l'amène, hein, on leur dit voilà, c'est la loi, c'est comme ça, pas de manière frontale. Mais c'est pas facile, c'est pas si simple que ça. La première version de la loi prévoyait un très net renforcement du consentement présumé. Seule une inscription préalable au registre national des refus aurait alors permis de s'opposer au prélèvement d'organes. La méfiance, elle est venue du premier jet de l'amendement. La méfiance, elle est venue là parce que la première idée, c'était de mettre le registre national des refus comme moyen exclusif et non pas principal. C'est pas la même chose. Donc exclusif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les gens qui ne sont pas inscrits sur ce registre national des refus seront prélevés. D'accord? Donc ça, c'était le premier jet. Après, il y a eu des discussions avec les professionnels de santé, les associations d'usagers, le ministère, l'agence de biomédecine, et finalement, ils sont revenus sur le fait qu'il y avait 3 moyens de s'opposer au don d'organes, le registre, la parole et l'écrit. Indépendamment des applications concrètes du consentement présumé, que penser d'une loi qui donne aux médecins le pouvoir de prélever des organes sur des êtres humains sans leur consentement explicite? Le consentement présumé est à rejeter sous toutes ses formes. Si on va au bout de cette logique, qui veut que le non ne puisse s'exprimer qu'à travers un refus explicite, on ouvre la porte à toutes les dérives. Qu'est-ce qui empêcherait de l'appliquer à d'autres domaines? Je vais employer un terme qui est certainement dur, mais je pense mérité. Pour moi, ce que la médecine fait ici relève de la combine. Et elle n'en sort pas grandie. Cela représente une forme d'ingérence dans l'intégrité humaine. Et c'est un terrain sur lequel la médecine, tout particulièrement, ne devrait pas s'aventurer. Les chiffres semblent confirmer l'efficacité du consentement présumé. En France, la moyenne annuelle de donneurs est de 26 pour 1 million d'habitants. Les choses sont différentes en Suisse, où le consentement présumé n'existe pas. Les donneurs y sont pour moitié moins nombreux. La situation est encore plus critique en Allemagne, où le nombre de donneurs d'organes ne cesse de baisser depuis 10 ans. 10 habitants sur 1 million y donnent en moyenne leurs organes suite à une mort cérébrale. Mais ce chiffre reste encore largement supérieur à la moyenne japonaise, où seulement 1 habitant sur 1 million donne ses organes. Pourquoi le Japon compte-t-il si peu de donneurs d'organes? Quelle place la vie et la mort occupent-elles dans leur imaginaire? À l'université de Musashino, aux abords de Tokyo, de futurs infirmiers suivent les cours du professeur d'éthique Yoshihiko Komatsu. Les cours abordent aussi la question du don d'organes. Que signifie la mort cérébrale pour ces jeunes femmes? Je pense que la mort cérébrale ne signifie pas que la personne est décédée, parce qu'il faut que l'organe soit encore en vie pour procéder à une transplantation. Le cœur bat encore. Le corps est encore chaud. Mais il n'y a plus de rire. La personne ne se réveillera plus jamais. Je ne pourrais pas donner mon accord pour qu'on ouvre quelqu'un qui serait dans cet état. Ce serait une décision trop difficile à prendre. En revanche, j'accepterais qu'on prélève mes organes si j'étais moi-même en mort cérébrale. Au Japon, les questions d'éthique médicale sont indissociables du rôle et de la place de la famille. Selon Yoshihiko Komatsu, son poids ne doit pas être sous-estimé.
Au Japon, nous considérons que notre corps nous a été offert par notre famille. Nous allons donc tout faire pour que ce corps reste entier. Pour le dire autrement, le concept d'amour du prochain, dans le sens où le prochain peut aussi être un étranger, n'existe pas au Japon. Bien sûr, on y respecte l'autre, mais on appartient en premier lieu à sa famille. Nous, Japonais, distinguons très nettement la famille, les parents d'un côté, et le reste des gens de l'autre. L'idée chrétienne que chaque être sur Terre est un enfant de Dieu nous est étrangère. Nous faisons une distinction nette entre les membres de la famille et ceux qui n'en font pas partie. Selon Yoshihiko Komatsu, la notion même de don d'organes est typiquement occidentale. La conception de l'être humain n'est pas la même au Japon qu'en Europe. Les similitudes ne sont que superficielles et elles cachent des modes de pensée souvent très différents. La science et la technologie occidentale ont commencé à être importées à l'ère Meiji à la fin du XIXe siècle. Mais on s'est contenté de reprendre la technique à notre compte, sans réfléchir aux idées qu'il y avait derrière. C'est exactement ce qui s'est passé dans le domaine de la transplantation. On a repris le procédé médical, mais sans s'intéresser à la philosophie qui le sous-tendait. Une technologie occidentale artificiellement plaquée sur la vision du monde japonaise, et l'on comprend pourquoi le don d'organes reste mal accepté au Japon, malgré les incitations légales. La floraison du cerisier permet d'illustrer comment les Japonais voient la mort. Au moment même du bourgeonnement, on a déjà conscience que les pétales vont rapidement tomber et s'éparpiller dans les airs. La vie, c'est ce qui se passe entre les deux. Elle n'a pas de point de départ, ni de fin déterminée. C'est pour ça que les Japonais ont du mal à se projeter émotionnellement dans un concept comme celui de la mort cérébrale. Quel est le rôle de la religion dans le scepticisme vis-à-vis du don d'organes? Le temple Honganji, près d'Osaka, est un lieu sacré bouddhiste, un lieu de pureté et de prière. Osamu Kobe est moine. La notion de mort cérébrale lui est étrangère. Même en ayant besoin d'une assistance respiratoire, un être qui respire ne peut pas être considéré comme une personne morte. Respirer, c'est accueillir en soi quelque chose d'extérieur, avant de les mettre à nouveau dans son environnement. Ce n'est pas simplement un lien symbolique avec notre monde. Cela montre comment nous vivons. Osamu Kobe rend régulièrement visite aux familles de personnes décédées. Il est leur guide spirituel. Pour qu'un don d'organes soit légal au Japon, il faut que le futur donneur, mais aussi sa famille, ait consenti au prélèvement. Quand une personne meurt, ce n'est pas seulement son corps qui meurt. Car pour nous, la mort contient une très forte dimension sociale. Mon père est mort à 49 ans. Son frère, c'est-à-dire mon oncle, est arrivé sur place à un moment où le médecin avait déjà rempli le certificat de décès. Quand mon oncle a touché la jambe encore chaude de mon père, il a dit « Heureusement que je suis arrivé à temps pour l'accompagner dans la mort ». Au Japon, le rapport à la mort est une affaire de famille.
la défiance envers le don d'organes trouve ses origines dans la tradition. Avec son nouveau cœur, Tobias Metzger veut vivre comme les autres jeunes gens de son âge, expérimenter, essayer. L'année dernière, j'ai participé à une course de 24 heures. Je suis allé au-delà des capacités de mon corps et j'ai fini par m'effondrer. Mais il fallait que je teste mes limites pour savoir jusqu'où je pouvais aller. Il m'est aussi arrivé de faire des virées avec les copains pendant toute une nuit pour voir combien de temps je pouvais rester debout et combien d'alcool je pouvais supporter. Pour connaître ses limites, il faut les avoir dépassées. Le nouveau cœur de Tobias ne lui offre rien de moins que la vie. Et en même temps, il l'écourte. L'espérance de vie du jeune homme est nettement inférieure à celle des autres gens de son âge. Je pense souvent au jour où ça arrivera. Mais je n'ai pas envie d'avoir ce genre d'idée. Je préférerais pouvoir me dire que ça m'est égal. Mais quand ça arrivera, je ne veux pas être seul. Et l'essentiel, c'est que cette perspective ne gâche pas le reste de ma vie. C'est ça que je recherche. Mais j'y pense évidemment tout le temps. Il n'y a rien à faire. Les angoisses, les souvenirs, l'idée de la mort sont constamment là.